Ce colloque s'inscrit dans une histoire. Ce colloque s'inscrit dans une tradition, celle des chercheurs marocains en didactique français qui, depuis de nombreuses années déjà, ont travaillé au sein de la IRDF, même s'ils n'appartiennent pas à l'un des 4 pays fondateurs. Et puis ça s'inscrit aussi dans l'histoire de la IRDF elle-même, qui voulait accueillir depuis de nombreuses années les thématiques du contact des langues et ceux qui les portaient. Et notre petite institution elle-même s'inscrit dans une longue histoire, celle des relations anciennes entre les chercheurs et chercheuses en didactique du Maghreb, celle de la didactique dans le monde, et encore au-delà, celle de l'enseignement des langues, de l'enseignement des disciplines, et je remercie Bernard Cheneville pour son retour historique à l'un des noms les plus importants de notre histoire, à savoir Comenius. Alors nous sommes dans un colloque fondateur, mais les fondations se creusent dans un socle. Et un regard un peu en surplomb laisse vite voir qu'elles se font dans un ensemble qui les rend presque négligeables. J'ai oublié mon diapo. Nathalie a dit qu'elle était émue d'être là pour aussi. Alors. Et donc en fait, ces fondations, regardez de haut, disparaissent quasiment. Et j'aime bien cette phrase de Jacques Rancière, qu'on lit dans le Maître ignorant. Inventer n'est pas d'un autre ordre que ce souvenir. Cette ouverture dit ma méfiance, que je voudrais partager avec vous, des récits mythiques qui, même dans les disciplines de recherche, dessinent des gestes de fondation, cultivent la légende des origines, pour reprendre des expressions de Jean-Louis Fabiani. Alors Fabiani disait cela dans un chapitre qui ouvrait à l'ouvrage intitulé « Qu'est-ce qu'une discipline ?» C'est la question que se posaient, après quelques autres, certains sociologues de renom. Alors, ils ne répondaient pas, comme il se doit pour une question qui n'a pas pour but d'attendre une réponse, mais qui a pour but de problématiser une question. Et nous voilà à la reposer, cette question. Qu'est-ce qu'une discipline? Alors, je vais le faire de ma manière, avec vous, en reprenant à nouveau frais des interrogations que j'ai depuis quelques années et dont la formulation doit beaucoup aux rencontres que j'ai faites au Maroc. C'est ainsi que la base de ce que je vais développer a trouvé ses prémices dans des conférences que j'ai données à Tétouan et à Rabat, respectivement en 2014 et 2015. Bon, c'est une autre manière de rappeler une histoire. Mais les interrogations qui sont les miennes n'ont cessé de se modifier au hasard d'autres rencontres. Aussi, derrière les schémas que je vais présenter et que certains d'entre vous reconnaîtront, il y a d'anciennes questions et quelques reformulations nouvelles et personnelles que je voudrais discuter avec vous. Je voudrais en fait interroger ce que veut dire pour la didactique d'être une discipline et interroger par le même coup ses liens avec d'autres de ces choses qu'on appelle des disciplines dans le champ scientifique comme dans le champ scolaire. Fabiani, encore, que je citais tout à l'heure, proposait de distinguer discipline comme lieu d'organisation d'un savoir à transmettre ou comme lieu d'élaboration de l'activité scientifique. Cette distinction a le mérite de montrer à la fois l'évidence et la fragilité de telles frontières, particulièrement dans le contexte qui est le nôtre, où une discipline universitaire veut penser une discipline scolaire. C'est le sens de mon propos de naviguer autour de ces notions pour tenter de contribuer à la réflexion collective qui nous réunit. Je me propose de réfléchir avec vous à la possibilité de cerner la didactique comme discipline de recherche, non sous la forme d'une définition, mais sous la forme d'une formalisation des relations qu'elle peut entretenir avec d'autres disciplines théoriques et avec le champ de la pratique. Cette formalisation proposera donc une certaine conception de la didactique, en dessinant, là encore, les frontières, non pour les fermer, mais pour questionner les possibles franchissements, tout en identifiant mieux les territoires avec des limites, et en ouvrant les débats dont je parlais tout à l'heure. Mon objectif, vous le comprendrez, vous l'avez déjà compris, je pense, c'est d'identifier quelques zones de fragilité
mais aussi de solidité de notre discipline, aussi bien sur le plan épistémologique qu'institutionnel. Alors je vais m'y prendre, conformément à mon propos liminaire, finalement en respectant un ancrage historique. Je vais en effet partir de deux textes publiés il y a exactement 30 ans, en 1992, pour proposer ma réflexion. C'est deux textes de Jean-François Alté et d'Yves Reter. Je vous ai présenté les textes ici, mais nous n'allons pas les lire. Simplement, je vous fais remarquer, ce texte est évidemment disponible, d'ailleurs je laisserai mon diaporama. Ce qui m'intéresse dans le texte d'Alté, c'est les trois dominantes dont il parle, les trois tendances de la didactique selon lui. Vous le voyez, la didactique qui se définit comme une réflexion sur des objets d'enseignement, qui se définit par des recherches sur les conditions d'appropriation des savoirs, qui se définit par des recherches sur l'intervention didactique. Ça va un peu vite, mais rassurez-vous, je vais précisément me fonder sur ces trois orientations pour essayer de présenter ma conception de la didactique. Quant à Yves Reter, je vais aller aussi vite, mais encore, on retrouvera ce schéma, il propose un schéma où il distingue, ce sont ces mots, deux niveaux, celui des pratiques et celui des théories, et trois espaces. Trois espaces, celui des contenus disciplinaires et de leur théorie de référence, à gauche, celui des dispositifs d'enseignement-apprentissage, des acteurs qui y sont inscrits et des institutions dans lesquelles ils s'inscrivent, à droite, et au centre, celui des pratiques didactiques du français et leur théorie de référence. Alors c'est intéressant parce que ces deux auteurs, Alté et Schnepfe, allez comprendre, mais Alté et Reter, parlent de la didactique du français. En réalité, quand on lit leur texte, c'est une définition assez générale de la didactique, et je pensais à Bernard Schnepfe, justement, qui disait ça en ouverture de son propos, tout en montrant justement qu'une réflexion générale sur la didactique, pas de l'incidence sur la conception de la didactique du français. Alors ces deux textes, en fait, écrits la même année, donc, en 92, sont différents, mais pour moi sont complémentaires. Et il me semble aider encore aujourd'hui à concevoir ce qu'est la didactique comme discipline de recherche, surtout si on les articule, comme je vais essayer de le faire. Alors on peut, avec Alté, identifier trois orientations de la didactique, complémentaires, non exclusives, évidemment. Une première orientation, alors il y en a trois que je vais développer, mais je les rappelle, une première orientation de la didactique concerne le travail qu'elle réalise sur les contenus disciplinaires. Une deuxième orientation, que je nommerai subjectiviste, et j'en expliquerai, renvoie à la préoccupation de la didactique pour les sujets didactiques, les élèves comme les enseignants, et les institutions qui les assujettissent. Et une troisième orientation, que l'on peut appeler avec Alté praxéologique, lorsque la didactique pense le fonctionnement de la classe, dans l'articulation des dimensions qui sont en jeu. Alors, une première orientation de la didactique concerne le travail qu'elle réalise sur les contenus de la discipline française. Alors, les contenus, c'est une manière, comme le disait Nathalie Guinézo tout à l'heure, finalement, de ne pas prendre parti sur la définition même des objets. Je veux dire, voilà, par contenu, on va entendre des savoirs, des savoirs savants, des savoirs experts, des pratiques, des savoir-faire, des attitudes, des valeurs, des compétences, ce que vous voulez, des rapports au savoir, aux valeurs, etc. Tout ce qui peut être identifié comme contenu d'un enseignement et d'un apprentissage. Alors je me permets ici de citer l'essai de définition évoqué tout à l'heure du contenu, qui est élaboré dans un livre collectif il y a quelques années. Un contenu est ce dont un système didactique peut susciter l'apprentissage par les apprenants du fait d'un enseignement. C'est absolument incompréhensible. C'est incompréhensible en soi. C'est pas inintéressant, justement, pour essayer de ramasser l'ensemble des questions qui se posent autour de la notion de contenu, de transmission, d'apprentissage, d'enseignement, etc. Comme toujours, c'est schématique, donc évidemment incomplet, mais en même temps peut-être heuristique. Un peu comme le triangle didactique, qui évidemment surgit dans la définition que je donne du contenu, puisque c'est le système didactique qui est au cœur. Alors, le triangle didactique, c'est un modèle qui aurait pu être rectangulaire si effectivement il y avait eu autre chose à dire. Mais cela dit, on voit bien effectivement l'orientation
trinitaire, hein, j'avais aucun doute là-dessus. Mais en même temps, voilà, c'est un modèle qui permet de dire ce que la didactique décrit. Et j'aime beaucoup cette phrase, très ancienne aussi, mais moi je suis ancien, pas de problème, de Schubert-Loni qui disait poser l'existence d'un système didactique ternaire, par opposition au modèle duel de la pédagogie, de la psychologie de l'éducation, me paraît constituer un des actes fondateurs de la didactique des disciplines. Et effectivement, cette dimension fondatrice, en tout cas cette dimension importante dans la constitution même de l'idée didactique, par opposition à d'autres disciplines, on y reviendra, précisément, elle tient au fait qu'on est dans une description de ce qui se passe, non pas dans ce qui se passe. Non, il y a toujours un outil, il y a toujours un enseignant, il y a toujours un apprenant. Sauf que la didactique va pas se contenter de travailler ça, dans un cercle, si on veut, je suis assez d'accord, en ce qui me concerne dans ma pratique. Mais pourquoi mettre un cercle là où on pourrait ne pas le mettre? Par exemple, j'ai pensé, pendant que tu parlais, Bernard, excusez-moi, c'est la salée, mais j'ai pensé aux enseignements dans les essais du carnaval au Brésil. J'ai eu la chance de participer au carnaval d'Olinda, une petite discipline du Brésil. Et il y a des essais de rue, et des gens qui apprennent à faire. Bon, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'oral, il n'y a pas du tout. Il y a pratiquement pas d'oral, mais il y a du faire. Est-ce que c'est une institution? Est-ce que c'est organisé? Oui, bien sûr, au sens chevalardien, peut-être même au sens marxien, mais en même temps, on voit bien que ce n'est pas quelque chose de formalisé comme on peut le penser d'une école. Bon, enfin, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est essayer de penser justement cette conception spécifique de la didactique. Alors pourquoi je dis spécifique? Parce que précisément, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir ce qui peut nous mettre en relation, nous didacticiens, avec d'autres chercheurs, d'autres disciplines. D'où ce schéma. Parce que cela renvoie à des questions vives qui ont déjà été traitées, très, très agaçantes, passées en troisième âge. Je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ce n'est pas écoutable, mais tout a été dit, y compris par le présentateur. Mais bon, enfin, effectivement, la question, c'est, voilà, comment la didactique établit des relations avec des théories dites de référence des contenus. La linguistique, les théories littéraires, la communication, etc. Est-ce que cette relation est une relation de révérence, comme le disait Anna tout à l'heure? On a longtemps parlé, à propos de ces disciplines de référence des contenus, on a souvent parlé, par exemple de la linguistique, de disciplines mères des didactiques. Vous voyez bien un peu ce type de filiation qui se constitue. On parle plus actuellement de disciplines contributoires. Est-ce qu'on y croit vraiment? Comment dire, est-ce qu'on en a quitté cette dépendance à la mère? C'est une vraie question, enfin, qui se pose à tout fois, dans une question anthropologique par ailleurs, mais je crois que là, sur le plan strictement de la relation des disciplines, c'est intéressant d'imaginer, de se demander toujours, qu'est-ce que la linguistique pour nous? Qu'est-ce que les théories littéraires pour nous? Alors, j'avais prévu de parler d'un certain nombre de choses, mais je vais passer, précisément pour respecter un peu le temps, pour aller un peu plus vite que le temps prévu. Donc je vais passer sur un certain nombre de choses. Pour en arriver alors à notre ancêtre commun, il n'y a aucun doute, Yves Chevalat, on ne va pas l'abandonner comme ça. Non, simplement, je crois que en fait, ce que ce schéma, c'est ça que je voudrais montrer, ce que ce schéma en fait soulève comme autre question, c'est celle des relations entre les théories de référence des contenus et les disciplines scolaires qui organisent ces contenus. Or, cette relation ne peut pas être, on le sait bien, quand on est didacticien, d'application immédiate. Et précisément, bien sûr, Yves Chevalat a aidé à penser qu'il y avait là un effet de transformation qu'il faut prendre au sérieux. Transformation, ça veut dire transformation. C'est autre chose pour lui. Et c'est important, je veux dire, ça. Bon. Mais on a dit, je ne reviens pas là-dessus, mais c'est vrai qu'on a discuté de la transposition didactique en français. Moi, il me semble qu'on a chevelu à la régler très
lointainement cette question de façon définitive, en fait, moi je ne réponds pas, Nathalie Denisot l'a bien dit, et Nathalie Denisot a apporté pour beaucoup une réflexion, comme on l'a vu, hein, par son ouvrage notamment, mais pas ses travaux anciens, sur cette question aussi, lorsqu'elle montre comment le concept de transposition didactique a pu être transposé en didactique du français. Et il me semble précisément que les liens entre les théories de référence des contenus et les disciplines scolaires nécessitent une médiation que seule la didactique peut réaliser. Ce qui a mené le même Jean-François Alté, qui est au fondement de notre réflexion, à penser la didactique comme la discipline de référence de la discipline scolaire. Ce que ce schéma permet de dessiner, c'est finalement une relation entre didactique, discipline contributoire et contenu, où la didactique a un rôle à jouer très particulier. Alors, je voudrais juste dire un truc, là aussi je vais passer rapidement sur des choses que j'avais prévu de dire, qui ont été dites, mais je voudrais juste dire un truc à propos, justement, on a parlé de Chervel, de l'importance de la constitution des contenus au sein même de l'école, on a parlé de culture scolaire, je ne reviens pas là-dessus parce que ça me paraît important, mais je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que précisément, même lorsqu'on n'est pas dans une logique strictement applicationniste, évidemment, comme nous le sommes tous, et quelles que soient les théories, il y a toujours à l'école une interrogation sur, justement, la possibilité de la référenciation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des contenus qui ne sont pas nés d'une référence, mais qui, en fait, construisent une référence. Sans compter que, par ailleurs, certaines disciplines savantes sont nées aussi de contenu scolaire. Bon, c'est pas inintéressant d'avoir ça en tête. Ça a été, en fait, un peu évoqué, mais je voulais peut-être insister un peu là-dessus. Oui, alors, je passe sur ces choses-là qu'on avait vues. Je voulais juste dire aussi que les relations entre les disciplines de recherche, l'histoire par exemple, les didactiques, la philosophie, etc., ne sont pas toujours des lieux de dialogue. Et je voudrais dire que nous avons, nous, au sein des didactiques, du français particulièrement, un rôle à jouer. Et nous l'avons joué longtemps. Nous devons continuer à le jouer. C'est que nous nous caractérisons, je crois, par une volonté de tisser des liens théoriques entre les différentes disciplines qui sont à l'œuvre, justement, dans ce petit schéma. Et je crois qu'il faut que nous continuions ce travail de dialogue théorique. Alors évidemment, parmi ces disciplines avec lesquelles la didactique du français est en discussion, il y a les autres didactiques. Et c'est là un point central dans notre réflexion collective dans ce colloque. Ce qui me semble caractériser la didactique que l'AIRDF promeut, c'est précisément celle du didactique destinée à penser l'enseignement et l'apprentissage du français comme discipline enseignée, dans le primaire, le secondaire ou le supérieur, en contact avec toutes les autres disciplines. Et c'est sans doute cette acception de didactique du français qui pouvait différencier le plus dans les méthodes de recherche et dans la projection d'enseignement et d'apprentissage les didactiques du français appelées langue maternelle ou langue étrangère, quels que soient les qualificatifs choisis. Les différences s'atténuent de plus en plus, en recherche en tout cas. Et c'est ce qui explique qu'il ait été possible, comme l'a rappelé Bernard Cheneville, que l'AIRDF, l'Association internationale pour la recherche en didactique du français, succède à la IDFM, langue maternelle. C'était en 2004. Et précisément pour abandonner une spécification, pour ouvrir les questions qui étaient déjà en fait ouvertes. Et ce changement de nom contenait en germe la problématique de l'ouverture à tous ceux qui partagent les conceptions de la recherche en didactique du français que défend l'association. Et c'est ce qui permettait à l'AIRDF, comme le déclare nettement la lettre de l'AIRDF de 2014, d'inviter tous les didacticiens partageant ces principes de recherche à rejoindre l'association. Nous y voilà. Et si la didactique du français au Maroc a gagné à cette réflexion entre les didactiques, c'est précisément parce que les liens entre les contenus du français et ceux des matières enseignées en français demandent un traitement didactique que seule une conception transversale de la didactique permet de penser. On sait que le programme scientifique de la didactique du français s'est très tôt infléchi, au-delà des contenus de la discipline propre du français, vers
une réflexion sur les pratiques engagées dans les disciplines, quel que soit le niveau d'enseignement. Je ne reviendrai pas sur l'histoire de cet infléchissement, sauf pour en signaler la réalisation plus récente dans l'enseignement supérieur, pour explorer les pratiques langagières dans les disciplines universitaires et dans la construction des connaissances disciplinaires. Donc, pour un historique, je renvoie aux travaux de Marie-Christine Paulet, également à ceux de Caroline Skeppers. Et l'on voit bien un point de rencontre avec la question des technolectes, particulièrement crucial, je crois, au Maroc, dans les recherches quantitatives, au Maghreb généralement. Et c'est une question qui est directement liée à l'interrogation justement sur le français dans les disciplines. Et voilà, ce sont ces questions que doit poser dans son orientation épistémologique la didactique, me semble-t-il. C'était le sens de ce film. Mais en fait, c'est une question qui concerne aussi son orientation, que j'ai appelée subjectiviste. En effet, cette orientation renvoie à la préoccupation de la didactique pour des sujets didactiques, élèves comme enseignants, et les diverses institutions qui les assujettissent, je l'ai dit tout à l'heure, et c'est ce sur quoi j'aimerais revenir. Cette préoccupation théorique engage des relations avec d'autres disciplines.